Eric Le Quelenec, qui est la qui gentillesse représente de le bâtonnier, représenter, membre de l'ordre, voilà. et qui justement va parler du rôle des technologies pour la productivité et la qualité. Voilà. Bonjour à tous, bonjour confrères. Je dois à nouveau excuser Olivier Cousy, bâtonnier du barreau de Paris, qui, comme vous le savez, est entièrement mobilisé sur l'avenir de notre régime de retraite. Et en tous les cas, il m'a fait passer des messages que je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui, sachant que moi-même, je m'occupe pour le barreau de Paris des questions du numérique. Alors, la poursuite du bonheur pour les avocats, elle passe nécessairement par le numérique, puisqu'en réalité, c'est grâce à ces nouveaux outils qu'on va pouvoir se libérer des tâches répétitives et sans valeur ajoutée. Cette réflexion, elle n'est pas nouvelle, puisqu'elle a été abordée il y a déjà pratiquement 15 ans, notamment par Richard Susskind, dans ses ouvrages célèbres que vous connaissez certainement, The End of Lawyers, avec un point d'interrogation quand même, et The Future of Lawyers, réflexion reprise d'ailleurs par Thierry Vickers, ancien président du CNB, dans son ouvrage La Grande Transformation. Donc, grâce au numérique, on se concentre sur ce qui finalement, au regard du client, donc avec un service orienté client, eh bien, présente de la valeur. Pour ceux qui font du conseil, un PV d'approbation de compte, ça n'a aucun intérêt. C'est évidemment la stratégie d'entreprise et finalement le dialogue qu'on va avoir avec les dirigeants d'une entreprise que l'avocat va pouvoir évidemment non seulement apporter sa connaissance et son expérience et créer de la valeur qui se rémunère évidemment beaucoup plus que le temps imparti à ces documents qui certes sont nécessaires, mais ne présente pas en soi de réelle valeur. Et c'est finalement le modèle économique d'un cabinet qui, de l'associé au collaborateur, va être en effet revu et nécessite une réflexion. Ça passe également par la fin du diktat des feuilles de temps et term sheets dans nos cabinets qui nécessitent pour finalement les propositions qu'on va faire à nos clients de réfléchir surtout sur des accompagnements dans la durée, des abonnements, pourquoi pas d'ailleurs des forfaits sur des missions ponctuelles. Donc, on voit bien quand même que l'impact de ces nouvelles technologies est fort. Et c'est vrai que si à l'ordre, on est surtout mobilisé quand les choses ne vont pas bien en cabinet, notamment en commission, et bien de difficultés d'exercice en collaboration ou en groupe, il n'empêche qu'on a cette réflexion et on l'amène et on a un message très fort à passer ce matin qui est celui de justement de vous accompagner au changement. C'est vrai que les changements ont été quand même très importants. On voit des activités disparaître. Moi-même, au début de ma carrière, oui, ça fait 15 ans que je fais ce métier, j'en ai peut-être pas l'air, eh bien, je faisais des veilles juridiques où je photocopiais tout simplement les exemplaires du journal officiel qu'on recevait. Eh c'est évident qu'avec la généralisation des outils de documentation en ligne, et à commencer par Légifrance, cette activité de veille purement documentaire, justement sans valeur ajoutée, a totalement disparu. D'un autre côté, ce n'est pas pour autant que les cabinets sont totalement démunis sur ce qui a été très bien rappelé, la capitalisation des connaissances. Vous avez peut-être lu comme moi l'excellent ouvrage d'Henri Leclerc, La parole et l'action. Il explique que dans son étude d'avoué il y a 60 ans, eh bien, il y avait déjà des modèles d'actes et des documents qui étaient mis à la disposition des collaborateurs, justement, pour bénéficier de ces retours d'expérience et avoir d'ores et déjà des actes qui, comme on dit un peu rapidement, tiennent la route. C'est vrai qu'avec le numérique, on a désormais des gestions électroniques de cette documentation, des vraies bases de données qui, mêlées à des outils de fusion d'actes, permettent justement ces gains de productivité immédiats. Dans cette perspective-là, il y a quand même nécessité de se dire qu'avec l'intelligence artificielle, on va clairement changer de monde. On a parlé de workflow, mais le workflow, il est actuellement quand même piloté encore par des humains et finalement peut-être l'associé en l'occurrence. Dans un avenir proche, on pourra considérer que finalement sur telle catégorie d'opérations ou de procédures judiciaires, eh bien automatiquement, il y ait des alertes, des générations de documents, à tel point d'ailleurs qu'on peut se demander quelles tâches vont rester aux collaborateurs juniors. Et c'est là aussi que, du point de vue du barreau de Paris et du Conseil de l'ordre en particulier, il faut qu'on soit vigilant.
Il ne faut pas rentrer dans ce discours alarmant qui est de dire mais si l'intelligence artificielle envahit nos cabinets, il y aura non seulement plus de place pour les collaborateurs juniors, mais peut-être même plus du tout non plus pour les avocats. Je crois que là aussi, c'est aller un petit peu vite dans les approches. Déjà, quand on parle d'intelligence artificielle, et ce n'est pas moi qui parle, c'est la CNIL, on est quand même plutôt sur des outils voilà, de recherche sémantique, contextuelle, grâce à des réseaux neuronaux peut-être, avec des algorithmes auto-apprenants, et encore, ça reste à démontrer, mais la place de l'humain reste évidemment cruciale. Quand on parle de workflow, c'est des alertes, c'est peut-être des générations automatiques de documents, mais il y a quand même le contrôle humain qui doit s'opérer et, encore une fois, pardon pour les anglicismes, le face-to-face, donc la proximité client, reste évidemment indispensable. Donc c'est vrai que dans toute cette réflexion, c'est encore une fois parce que vous aurez réfléchi à votre modèle économique et là où se trouve la valeur, que les outils prendront finalement toute leur place et tout leur sens. Concrètement, qu'est-ce qu'on va faire au niveau du barreau de Paris ? Alors déjà, on a commencé ces réflexions il y a plusieurs années, puisque vous savez qu'on a créé un incubateur du barreau de Paris, c'était en 2014, qui justement réfléchit, est un vrai think tank sur ces questions d'évolution de la prospection, d'évolution et de réflexion prospective sur le futur de la profession. Mais on doit aller un petit peu au-delà, parce qu'au-delà de ces réflexions, de ces discussions, il faut aussi justement aller dans le concret. Et le concret, ça passe à la fois par des recommandations sur les caractéristiques techniques de ces outils, mais aussi leur compatibilité à la fois réglementaire, mais aussi déontologique. Un exemple très précis, et je suis heureux que ça ait été évoqué ce matin, c'est celui de l'hébergement de vos données, donc de la sécurité et de la confidentialité qui doivent nécessairement s'appliquer, puisque vous connaissez certainement, comme moi, l'article 32 du règlement européen sur la protection des données personnelles. Donc, je suis ravi, moi, d'entendre qu'il y a des data centers Azure en France et que, de ce point de vue-là, l'ordre doit justement vous donner les clés, précisément, de choix et donc de sélection d'outils compatibles avec ces exigences, donc légales en l'occurrence. Sur le volet déontologique, ben justement, c'est à la fois dans les relations avec, bien entendu, vos clients, mais aussi dans justement la gestion de votre cabinet. Et là aussi, c'est vrai qu'on doit vous apporter des éléments sur comment on doit pouvoir utiliser ces outils conformément aux principes essentiels de notre profession et comment justement on doit pouvoir aussi, c'est un droit, accompagner son collaborateur. Sachez que, par exemple, il existe d'ores et déjà une obligation d'avoir un entretien annuel avec son collaborateur libéral. Évidemment, pour les salariés, ça existe depuis bien longtemps, mais ça participe aussi, si vous voulez, de eh bien, cette transformation dans le bon sens et avec création de valeur à tous les niveaux pour les collaborateurs. C'est évident qu'on ne pourrait pas reprocher à un collaborateur de travailler que peut-être 6 heures par jour s'il a d'autres engagements à l'extérieur et que pour autant, ses objectifs financiers sont largement atteints. Donc on voit quand même que ces gains de productivité participent au bien-être de tous. Même chose sur le télétravail. Rien n'empêche, et je sais que sur la collaboration libérale, il y a beaucoup à faire à ce sujet, de considérer qu'à raison des grèves, du coronavirus et j'en passe, il soit possible, et dans un environnement technique totalement sécurisé bien sûr, d'autoriser et de favoriser ce télétravail, puisque les clients eux-mêmes sont en demande. Moi, c'est vrai que déjà, sur mon modeste retour d'expérience de 15 ans, je vois que j'ai beaucoup moins de rendez-vous physiques à mon agenda qu'il y a 15 ans. Les clients, naturellement, je ne parle même pas des startups, préfèrent un Teams, un Skype ou effectivement tout outil de visioconférence. Un point clé de l'accompagnement du barreau, puisque c'est la valeur ajoutée que je peux vous apporter ce matin, c'est aussi d'éviter la fracture numérique. Puisqu'on se rend compte que, évidemment, quand on est dans un grand cabinet anglo-saxon, eh bien, il y a peut-être plus de moyens, puisqu'ils sont mutualisés au niveau mondial, que dans les street lawyers, donc les cabinets individuels. Et de ce point de vue-là, c'est un vrai point d'alerte pour notre profession.
Un exemple topique, c'est celui des outils de justice prédictive qui vont se développer. Alors là aussi, c'est de l'intelligence artificielle, mais dans le sens où c'est tout simplement une aide pour retrouver certaines informations dans les décisions de justice et en faire des statistiques. Donc là aussi, on n'a pas vraiment de robots autonomes, mais plutôt des éléments d'aide à la pertinence du conseil juridique. Et là, par contre, on touche à la valeur. Donc, s'il y a des cabinets qui peuvent se permettre d'avoir ces outils de justice prédictive, donc de fournir peut-être un conseil de meilleure qualité sur, par exemple, des stratégies judiciaires en fonction de certains contentieux, on voit bien que l'avocat individuel qui ne pourra pas se permettre ces outils-là sera en position de faiblesse. Et ça, ce n'est pas entendable puisqu'on a un métier qui doit offrir, en tous les cas, pour tout praticien, les mêmes chances de succès et de réussite. Donc, on a déjà engagé des partenariats avec certains éditeurs de ces solutions de justice prédictive. Et peut-être qu'à terme, en tous les cas, c'est un souhait de notre bâtonnier, il faut réfléchir à une sorte de plateforme d'outils qui permettent donc à l'avocat, quel que soit son mode d'exercice, de pouvoir bénéficier finalement de toute application au sens de l'état de l'art qui lui permettent d'exercer dans les meilleures conditions possibles. Évidemment, l'Ordre des avocats de Paris ne va pas se transformer en entreprise de services du numérique, mais il y a en tous les cas cette volonté d'offrir les mêmes chances pour tous. En tous les cas, sachez que les événements sur le numérique, que ce soit à l'incubateur ou sous l'égide du barreau de Paris, vont évidemment se multiplier. Ça passe aussi par votre formation et soyez assurés que le barreau de Paris sera un acteur clé de votre transformation numérique. Merci de votre attention. Allô? Oui. On peut inviter les participants à la table ronde à nous rejoindre. Si jamais ils avaient oublié, s'ils voient leurs photos, c'est qu'on les attend. Alors, le temps que tout le monde arrive, je me présente rapidement. Donc, Henri Bouchet, je suis associé chez Xelia, effectivement frère de Cyril, comme il l'a rappelé tout à l'heure. Je vais animer cette table ronde, bien riche. Donc, on va essayer d'avoir un rythme soutenu et de rendre ça le plus dynamique possible pour avoir le temps de dérouler tous les propos. Très rapidement, effectivement, je reviens de Seattle où, là, au niveau de l'expérience et client et collaborateur, on a quand même vu plein les yeux. Il y a carrément un bâtiment dédié à l'expérience client et collaborateur chez Microsoft. C'est très impressionnant. Ça se retrouve dans les outils. Comme on vous l'a exprimé, Cyril vous l'a dit, pour nous, l'expérience, la symétrie des attentions est absolument centrale dans la façon dont nous voyons la dynamique de notre propre organisation. Nous mettons beaucoup de choses en œuvre pour accompagner et structurer notre organisation dans la démarche de cette symétrie d'attention. Je pense que Cyril a déjà bien expliqué les concepts de cette symétrie par son introduction, donc je vais pas trop m'étendre dessus. Je pense qu'il est important effectivement d'envisager dans cette démarche, c'est de ne pas oublier que cette intention d'aller vers la symétrie de l'attention commence évidemment par cette capacité à s'appliquer à soi-même les conseils qu'on saurait donner aux autres. Donc, c'est évident que aussi bien nous, vis-à-vis de vous, commençons déjà à le faire nous-mêmes dans la façon dont on s'occupe de nos collaborateurs et donc de vous servir. Et ensuite, vous-même, pour les associés ici présents, de s'interroger évidemment sur quelle exemplarité ils peuvent donner aussi à leurs collaborateurs dans la démarche qu'ils entreprennent. Je vous propose de faire un petit tour de table rapide pour vous présenter et puis ensuite je démarrerai. Claire, je vous invite à commencer. Bonjour à tous. Donc, je suis collaboratrice au sein du cabinet 186 avocats
qui est un cabinet contentieux conseil de taille humaine avec une croissance importante, je dirais même exponentielle. Et voilà, et donc je vais parler de mon expérience collaboratrice au sens large du terme, mais je pense aussi au sens avocat du terme. Parfait. On va repartir là-bas. Bonjour à tous. Moi, c'est marqué, hein, je m'appelle Stanislas Richolez. Je suis associé du cabinet BG2V, avocat, qui est un cabinet aussi de conseil et de contentieux. On est environ, c'est une cinquantaine de personnes, dont 35 avocats. Et moi, je fais du corporate, droit des sociétés, plutôt conseil, mais un peu de pratique aussi contentieuse. Merci. Philippe? Bonjour et merci pour l'invitation. Donc, je suis Philippe Ascoli, j'ai un parcours qui n'est pas du tout, a priori, le même que mes voisins, dans la mesure où je ne suis pas du tout avocat. J'ai commencé dans l'industrie, puis dans le domaine du conseil. J'ai créé ma start-up, j'ai rejoint ensuite une grande banque internationale, où j'ai, dans la fin de mon parcours, donc, été responsable de la stratégie digitale de cette banque et tout récemment, donc, Chief Digital Officer d'une des grandes filiales de cette banque. J'ai rejoint le cabinet Fidel en octobre pour mener la transformation digitale du cabinet avec l'ambition de faire des choses qui sont en rapport avec notre discussion de ce matin. Donc William Cargill, moi aussi j'ai un parcours un peu atypique par rapport à nos voisins. J'étais avocat dans une première vie. Ensuite, j'ai exercé pendant pas mal d'années comme chasseur de tête. Et depuis pas mal d'années aussi maintenant, je suis coach d'avocat. Et en fait, ces trois expériences me permettent d'avoir des regards un peu particuliers et un peu atypiques sur la profession, sur ce que vivent les associés, les collaborateurs, les cabinets et la profession en elle-même. Bonjour à toutes et à tous. Alors, Benjamin Gras, moi je me suis installé il y a 1 an et demi. Alors, je ne suis pas parisien, j'habite à Lille. Et la particularité, on va dire, c'est que je ne fais que du conseil. Je suis spécialisé en IT. Je fais vraiment zéro contentieux. Donc, avocat, je vais tenter de dire, on pourrait limite en discuter. Ma particularité, c'est que j'ai passé 6 ans d'entreprise en tant que juriste IT. J'ai été chez Auchan. J'ai été consultant pendant 1 an où j'ai vu des banques. Et ça permettra d'avoir des échanges sur la vision aussi entreprise ou expérience collaborateur, mais là pour le coup vraiment au sens large où on pourrait dire expérience utilisateur. Bien, merci à tous. Donc on voit là, on a 3 avocats, on a 2 experts. Notre grand défi, ça va être cette fameuse intelligence collective. On va essayer tous ensemble de construire un propos intelligent. Je pense qu'on peut peut-être commencer par nos experts pour introduire et prendre un peu de vision de hauteur. Voilà, est-ce que finalement cette expérience collaborateur dont on parle, est-ce qu'on la voit vraiment arriver, se mettre en œuvre dans le métier de l'avocat? William, est-ce que vous voulez bien commencer? Alors, merci Henri. On va dire le thème de cette table ronde, c'est la symétrie des attentions, mais on pourrait parler presque d'asymétrie des attentions. Moi, ce que je constate beaucoup de là où je suis, c'est que les avocats ont une attention extraordinaire envers leurs clients et ils ont une attention absolument inverse envers leurs collaborateurs. C'est une généralité évidemment, c'est pas une universalité, mais donc il y a vraiment un décalage très fort de prise, d'attention envers les contraintes du collaborateur versus celles du client. Il y a quelques années, pour vous donner un peu de perspective, quand j'étais élève avocat, j'étais délégué des élèves et siégeant au conseil d'administration, on avait proposé qu'on puisse avoir accès à une salle avec des ordinateurs pour que ceux qui n'avaient pas encore d'ordinateur ou ceux qui ne savaient pas s'en servir puissent s'en servir et apprendre à s'en servir. La réponse du directeur de l'EFB était la suivante: si vous êtes venu ici pour raconter des conneries pareilles, il vaut mieux que vous sortiez. Dans quelques mois, vous aurez une secrétaire, vous n'avez pas besoin d'apprendre à vous servir d'un ordinateur. Et aujourd'hui, on est chez Microsoft, à une réunion organisée par Diapaz, qui fournit des solutions de workflow, et on va dire d'outils d'ERP, j'allais dire d'ERP, qui permettent aux avocats de remplir leur mission. Donc, j'ai pas 90 ans,
Et le monde a tellement changé dans ce petit espace de temps qu'effectivement, on est passé d'une industrie artisanale à une industrie digitale qui est connectée, ouverte sur le monde. Il y avait une slide tout à l'heure qui était très intéressante sur cette fameuse génération Y. Moi, assez régulièrement, on me demande de faire des formations aux associés sur comment manager la génération Y. Donc, ça ne marchera pas sous forme de formation. On ne peut pas former les gens à manager la génération Y. Ce sont des collaborateurs qui viennent, on va dire, avec des attentes différentes, dans un monde d'avocats qui a profondément changé entre le moment où les associés qui les embauchent sont rentrés dans cette profession et le moment où ils les embauchent. Donc, il y a eu des transformations tellement importantes qu'il y a un décalage. Il y a une vingtaine d'années, le parcours collaborateur, c'était collaborateur. Si tu es bon, on t'associe. Si tu as, pour des raisons X ou Y, envie d'aller t'associer ou de t'installer, tu peux. Aujourd'hui, le parcours collaborateur, c'est je viens essayer de ne pas trop me faire fouetter dans un cabinet, essayer éventuellement de choper quelques formations, et si tout va bien, et là, je pense que les chiffres, ils sont un peu faibles, hein, idéalement, je vais aller finir chez un client. Voilà. Donc du coup, la symétrie des attentions, après je vais passer la parole, avant, les collaborateurs bénéficiaient d'une certaine attention puisque c'était nos futurs associés. Aujourd'hui, c'est nos futurs clients et curieusement, on les traite assez mal souvent en tant que futurs clients parce qu'on n'a pas conscience que c'est des futurs clients, alors qu'on devrait les traiter très très bien parce que demain, ce sont ceux qui vont, on va dire, partir en entreprise et donner les prescriptions pour faire travailler vos cabinets. Voilà. Merci, William. Philippe, là aussi, en tant qu'un peu expert, et puis avec votre expérience précédente du monde de la banque, comment est-ce que vous observez justement cette symétrie des attentions dans le monde des avocats? Alors, avec mon regard neuf sur le sujet, j'ai envie de dire que tout avocat est avant tout un consommateur aussi, et que globalement, cette symétrie des attentions, il en est demandeur lui aussi. Globalement, la transformation a commencé à se faire, on va dire, avec l'arrivée des smartphones. Donc, il y a trois choses essentielles. Il y a la mobilité qui a été apportée, il y a l'instantanéité et le partage. Ces trois notions-là sont aujourd'hui portées par des startups qui sont de grosses multinationales dont je tairai le nom pour ne pas faire ombrage aux sociétés qui nous invitent aujourd'hui. Mais globalement, tout le monde voit bien de qui on veut parler et ces révolutions-là sont entre nos mains en tant que consommateurs et on est très content aujourd'hui de pouvoir interagir de manière complètement mobile, complètement immédiate et de pouvoir être dans le partage. Le partage, c'est des choses qui sont aujourd'hui demandées par nous-mêmes en tant que consommateurs. Donc on peut s'attendre effectivement que dans une société d'avocats, cette notion-là soit exigée également de la part des clients de cette société avocat. Donc oui, il y a un impact direct de cette symétrie des attentions. Cet impact, il est lié au fait que le monde du B2C nous concerne tous et le monde du B2B, de l'entreprise, doit maintenant surfer sur cette transformation-là également. Alors, avant de donner la parole aux avocats, je voudrais vous faire réagir, William et Philippe, sur la notion de marque employeur. C'est un terme qui a été employé par Cyril. Est-ce que aujourd'hui cette logique du turnover, est-ce que c'est vraiment une problématique? Est-ce qu'il y a une attention particulière qui est mise là-dessus? Est-ce que peut-être la réputation sociale du cabinet d'avocats commence à avoir une résonance à l'intérieur dans les préoccupations? Est-ce qu'on voit des mouvements arriver de ce genre sur ce secteur-là? D'un point de vue hyper pragmatique, et pour montrer que c'est pas une problématique, on va dire, du côté sexy des cabinets. C'est pas parce que je suis pas sexy que je peux avoir du mal à recruter. Les gros cabinets anglo-saxons, les très gros, ont des réunions en commun de leur managing partner et de leur DRH pour réfléchir à comment continuer à attirer des collaborateurs. Donc, c'est ceux qui payent le mieux, c'est ceux qui sont les plus sexy sur le CV et tout. Le problème qu'ils ont, c'est que ce qu'ils proposent comme expérience, on va parler d'expérience collaborateur, aujourd'hui, ça fait de moins en moins rêver les collaborateurs qui sont dans la tranche d'âge qui les intéresse. Un exemple très simple, tous ceux qui recrutent ont tous fait un Erasmus.
ils ont tous fait un Erasmus et souvent un LLM, etc. Donc, ils ont croisé dans leurs années Erasmus des tas de gens qui habitent partout sur la planète et ils ont passé ces années Erasmus à monter dans un avion pour aller passer le week-end à Barcelone, à Londres, à Vienne, à Berlin, etc. pour 39 balles par billet. Et c'était hyper sympa. Ils arrivent au bureau en sortant du CAPA. Et ça me rappelle la diapo là où ils étaient tous à la fac là, avec leurs ordinateurs, avec leurs Apple. Ils arrivent, il y a un petit bureau et tout. Et les journées qu'on leur offre, c'est d'être tout seul dans un bureau, à bosser sur des sujets souvent assez administratifs et assez peu intellectuels dans les premières années, à faire des tâches assez répétitives, à être cantonné sans jamais voir ni entendre un client. Les 2 premières années, ils font memo to file. Au bout de 2 ans, ils commencent à faire des memo to client. Donc là, il y a une grosse progression. Et donc, ils n'ont plus le temps. Ils ont beaucoup d'argent, mais ils n'ont absolument plus le temps juste de vivre et de faire des choses qui leur paraissent sexy d'un point de vue intellectuel. Donc, il y a un décalage énorme dans ce que je pense avoir comme compétence et ce qu'on me propose de faire comme tâche. En plus, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, dans les fin des années 90, milieu des années 90, un collaborateur qui rentrait dans un cabinet anglo-saxon, au bout de 5 ans, on lui disait si c'était up or out, tu vas devenir associé ou tu vas chercher ailleurs. Il avait 2-3 ans pour trouver ailleurs. Et au bout d'à peu près 8 ans, il devenait associé. Aujourd'hui, c'est plutôt 10-15. Et les perspectives ne sont pas du tout les mêmes. Et le nombre de collaborateurs qui accèdent à cette association n'est pas du tout le même. Donc, pour revenir à la question, oui, effectivement, la marque employeur, elle est hyper importante parce que même on va dire, les plus gros qui paraîtraient les plus sexy ont du mal à faire venir des collaborateurs. Donc, je ne vous parle même pas de ceux qui sont un peu moins visibles, un peu moins connus, mais qui aujourd'hui, paradoxalement, attirent, parfois je pense à des cabinets comme le tien, Stanislas, attirent plus facilement ce type de profil parce qu'ils leur proposent autre chose. Donc on va en parler, mais on leur propose autre chose comme, on va dire, comme quotidien de collaborateurs et je pense qu'il y a une vraie réflexion à mener là-dessus et des beaux exemples à suivre. J'ai failli mettre un spoiler alerte. Ouais, mais c'est bon. C'est parfait. Philippe, une réaction? Parce que je crois que Fidal, ce n'est pas le plus petit cabinet du coin. Non, effectivement. Alors, Fidal, on va le résumer en chiffres, 1500 avocats, 2500 personnes en France, 90 bureaux, plusieurs partenariats à l'étranger également, toute une constellation également d'autres entités qui sont détenues par Fidal. Globalement, la marque employeur, c'est un vrai sujet. C'est un sujet qui, bien sûr, est importante pour les clients, est importante pour le recrutement. Et globalement, j'ai envie de résumer ça avec une phrase qui n'est pas de moi, mais que vous reconnaîtrez également, sans citer la marque encore une fois. Il faut que la transformation digitale qui soit faite dans l'entreprise soit visible par tous les collaborateurs, et ça, c'est une première chose essentielle. La deuxième chose essentielle, c'est que tout le bien que ça fait à l'intérieur doit se voir à l'extérieur. Et là, vous reconnaîtrez que quelque part, il y a du bifidus, mais on va s'arrêter là. Et l'idée, c'est effectivement que ça transparaisse. Il faut effectivement que le collaborateur soit le relais de la publicité qu'il peut faire sur son employeur. Et le collaborateur est le meilleur porte-parole pour aller trouver un copain qui va faire venir dans l'entreprise, etc. Donc oui, le bouche-à-oreille est important, les réseaux sociaux sont importants et le bien-être au travail du collaborateur sur ses outils et dans l'ambiance générale du cabinet est importante. Parfait, merci. On va vous redonner la parole et n'hésitez pas à intervenir en réaction à ce que vont dire maintenant nos 3 invités avocats. Il me semble tout naturel de commencer par vous, Claire, pour être dans cette... D'abord, parce que vous êtes collaboratrice et qu'on parle d'expérience collaborateur. Et donc, ça me semble important de pouvoir vous donner en premier la parole. Le point qui va être important, c'est qu'on a eu un dessin assez noir, mine de rien, fait par William, de certaines situations observées. Ce qu'on va essayer de montrer, c'est qu'on a trois belles expériences et des retours d'expérience à partager avec vous aujourd'hui qui, je le sais, vont être, à mon avis, plus joyeuses. Oui, effectivement, j'allais commencer sur le fait que je ne me retrouve pas forcément dans les exemples cités, et tant mieux. Et du coup, c'est compliqué de résumer une expérience collaborateur, mais en tout cas, pour essayer de le rattacher à quelque chose d'un point de vue digital. Quand je suis arrivée chez 186 il y a 3 ans, donc le cabinet était plus petit, il y avait à peu près 4 associés, aujourd'hui c'est le double, voire le triple, et il y avait 2 collaborateurs, aujourd'hui c'est le triple.
Donc je suis arrivée et c'est marrant parce qu'au départ, j'étais assez réfractaire à l'idée de mettre en place des systèmes informatisés à tout bout de champ, à commencer par Diapaz, à savoir comment ça fonctionne. Et j'avais complètement conscience que j'étais dans un cabinet qui voulait avoir une longueur d'avance et qui était très digital friendly. Alors aujourd'hui, ça paraît peut-être pas très original, mais il y a à peine 3 ans, je trouvais ça assez original. Et donc ça a commencé par quoi? Ça a commencé par la mise à disposition de ce que j'appellerais le package collaborateur. Donc un ordinateur portable, donc un système pour rentrer ses heures qui n'est donc plus un papier. Et également donc un calendrier synchronisé, tout ce qui permet aujourd'hui de travailler, un casque de téléphone. Il y a encore quelques combinés au cabinet, mais ça va bientôt se terminer. Et donc tout ce package collaborateur m'a fait vite prendre conscience que j'en avais besoin pour travailler, pour être efficace, pour être plus rapide, pour envoyer ma production, parce que les collaborateurs sont un peu la source de production principale du cabinet aujourd'hui. Et donc pour envoyer mon travail à l'associé, pour en parler, etc. Et donc je me suis rendu compte que ce package collaborateur était très important. Ça, c'est la première chose, et ça m'a permis de me rendre compte que je pouvais mieux travailler avec ces outils. Et avec le temps et avec la confiance qui s'est créée de par le travail, la satisfaction de l'associé évidemment, je me suis aussi rendu compte que le package collaborateur et donc tous les outils informatiques permettent de travailler à distance. Et j'insiste sur ce point parce que je trouve que le travail à distance aujourd'hui, c'est un peu ça permet de redonner du sens à la collaboration libérale, au fait de travailler chez soi, mais de travailler en fait autre part qu'au cabinet. Donc ça permet déjà de gérer son calendrier personnel et professionnel, et aussi de continuer à travailler chez soi, d'avoir des outils qui nous permettent d'avoir le dossier comme je l'aurais au cabinet et l'avoir aussi chez soi de la même manière, que ce soit assez intuitif pour ne pas perdre de temps. Et donc cette expérience collaborateur aujourd'hui, elle passe par cette possibilité-là de travailler chez soi et de maintenir le lien de confiance à distance comme au cabinet avec l'associé, puis après in fine avec le client, et de manière plus générale d'optimiser son temps de travail, parce que je pense que la profession aujourd'hui, c'est loin d'être qu'au cabinet qu'elle s'exerce. Alors en tant qu'avocat contentieux, c'est aussi les audiences, les déplacements. Donc ces outils-là sont vraiment très importants. Merci Claire. Si je pousse encore le point un petit peu plus loin, du coup, on perçoit bien le ressenti expérience collaborateur, mais selon vous, comment ça se ressent sur l'expérience client? Qu'est-ce que vous ressentez dans la réaction de vos clients vis-à-vis de votre bien-être que vous exprimez dans votre travail? Comment est-ce qu'eux-mêmes le perçoivent et quel impact que ça peut avoir sur eux? Alors, je pense qu'ils le perçoivent plutôt bien, puisque ça commence par une disponibilité de tous les instants. Le fait qu'aujourd'hui, le client, il sait que ce qu'on soit sur notre lieu de travail ou pas, je pense que ça l'indiffère complètement. Et ça lui permet surtout de savoir que nous, à n'importe quel moment et n'importe où, on peut leur apporter une réponse à leur dossier rapidement. Donc voilà, parce qu'on a, je sais pas, des conclusions face à nous, et on est capable de lui dire, bah oui, effectivement, on a mis ça à tel endroit. Donc c'est de la disponibilité, et ça, in fine, ça les rassure. Et je pense aussi parce que du coup, le collaborateur, c'est pas forcément le lien direct avec le client initialement, mais le fait que les outils nous permettent maintenant de les appeler, d'envoyer des emails, le client se rend compte qu'il n'a plus qu'un interlocuteur, il en a plusieurs. Et c'est une autre manière de le rassurer, de se dire, ah oui, il y a une sacrée équipe derrière qui s'occupe de mon dossier. D'une part, il est content et il est rassuré. Et je pense que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on peut aussi garder un client. Parfait, merci beaucoup Claire. Stanislas, je vous propose de continuer. Alors justement, en tant qu'associé du cabinet BG2V, comment vous avez pris conscience de cette symétrie des attentions, de l'expérience collaborateur que vous vouliez proposer? Je crois savoir que vous êtes en pleine transformation justement au sein du cabinet. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu? Oui, la symétrie des attentions. J'avoue que quand vous nous avez envoyé l'invitation, j'ai rien compris au thème de la conférence. Et ensuite, on en a parlé. Et effectivement, c'est une bonne façon de résumer quelque chose qui est fondamental dans notre métier. Parce que, comment on en a pris conscience, vous me posez la question, on prend conscience assez vite quand on monte un cabinet. Moi, j'ai rejoint le cabinet BG2V, ça faisait à peine 1 an qu'il était créé. Moi, j'avais 0 client, 0 dossier.
Donc on consacre toute son énergie à construire une relation client. Et voilà, c'est toute son énergie, on y pense jour et nuit. Et donc quand on se dit, et après on voit que nos collaborateurs aussi, et nous on le pousse beaucoup, soient au contact de nos clients. Et donc on se dit, comment je fais pour que mes collaborateurs, quand ils sont en contact de mes clients, détruisent pas en un instant tout ce que j'ai essayé de faire pendant des jours, des nuits et des mois. Donc, alors comment est-ce que mes collaborateurs participent avec moi à entretenir cette relation avec le client? Évidemment, ça ne va pas se faire, c'est pas en lui tapant dessus, le collaborateur, qu'il va avoir envie d'être gentil avec mon client et d'essayer de lui apporter ce service en plus, cette attention en plus, qui va faire qu'on va construire une relation à long terme avec nos clients. Et donc, évidemment, la seule façon pour que le collaborateur participe avec nous à entretenir cette relation avec le client, c'est de faire en sorte qu'il soit heureux dans son travail, qu'il soit content d'appartenir à une équipe, qu'il ait l'impression d'apprendre, qu'il ait l'impression qu'il est important, qu'il a un rôle. Voilà. Et donc, on pense beaucoup à ça, effectivement, de la symétrie des attentions. Et effectivement, nous, aujourd'hui, on est à la veille d'un déménagement à la fin du mois de février. Donc, c'est demain pour nous. Et on peut se dire que c'est simplement un déménagement, c'est pas très compliqué. Mais on a fait le choix, à l'occasion de ce déménagement, de passer d'une organisation traditionnelle, aujourd'hui chacun a son bureau fermé, à une organisation qu'on appelle, d'ailleurs pas très opportunément, flex, où les gens n'auront plus un bureau attribué. Ça a l'air assez simple comme ça, mais là, quand on se plonge dedans, et moi j'ai vraiment la tête dans le guidon, donc ça m'intéresse beaucoup tout ce que vous dites, parce que moi je ne réussis pas aujourd'hui à avoir ce recul-là, mais effectivement, donc demain, on va avoir toujours des bureaux fermés dans notre organisation, mais chaque avocat n'aura pas une place attitrée, et donc chaque jour arrivera au bureau et choisira l'endroit où il veut travailler. Alors, je sais qu'on en parle beaucoup dans la presse, il y a beaucoup d'articles là-dessus en disant les gens font ça parce que comme ça, comme les gens ne sont pas beaucoup au bureau, il y a plein de places qui est perdue, donc on va pouvoir faire des bureaux où il y a moins de places que de collaborateurs. Alors nous, c'est pas du tout ça notre projet. Déjà parce que le métier d'avocat est très différent. Je sais que chez Microsoft, comme ça, c'est comme ça ici, il n'y a pas de bureau attribué. Les gens travaillent essentiellement du temps. J'avais rencontré quelqu'un de chez Microsoft, l'essentiel du temps en dehors de chez eux. Et puis viennent ici chez Microsoft de temps en temps pour des réunions et encore. Et puis donc finalement, il y a peu de place. Alors, nous, il y aura en fait plus de postes que de personnes. Et il y aura toujours des bureaux fermés, mais simplement, il y aura des espaces très différents. Il y aura des bureaux pour une personne, des bureaux pour 2, des bureaux pour 3, des bureaux avec 4 postes, une salle bibliothèque, on appelle salle de silence, pour que les gens puissent travailler de façon très concentrée sur quelque chose. Une grande cafétéria, au contraire, c'est pour travailler de façon plus collaborative. Des espaces un peu lounge pour que les gens puissent, peut-être entre deux rendez-vous, juste simplement consulter leur email. Voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que voilà, l'objectif, et vous voyez, d'ailleurs, je ne parle que quand je vous parle de notre future organisation, je parle que de notre organisation interne. Je ne vous parle pas de l'espace pour les clients, parce que effectivement, notre objectif principal de ce déménagement et de cette nouvelle organisation, c'est de faire comment les gens, nos collaborateurs, vont être plus heureux au bureau et comment c'est le contraire des gens qui disent on va faire des open space, les gens vont travailler plus chez eux. Nous, c'est exactement le contraire. On veut que les gens aient encore plus envie de venir au cabinet pour travailler et sont encore plus contents de venir dans nos locaux. Voilà. Et donc, pour en revenir au sujet d'aujourd'hui,
sur l'organisation IT. Évidemment, ce changement-là, on passe de gens qui sont aujourd'hui ont leur poste, leur PC fixe, à demain une organisation où ils n'auront plus leur PC fixe. Donc, c'est tout un gros changement, voire une révolution sur l'organisation IT du cabinet. C'est moi qui suis en charge de ça, avec d'autres de mes associés. Donc, on va passer à l'ordinateur portable. Donc, voilà, c'est comment cette idée où les gens vont changer en permanence d'endroit où ils travaillent et en même temps, il faut qu'ils gardent la possibilité de travailler sur un poste fixe qui est vraiment très, très solide, j'ai envie de dire, parce qu'on est d'abord un métier d'avocat où on passe beaucoup de temps à rédiger et à beaucoup écrire sur l'ordinateur. Et donc, il faut avoir une bonne installation avec plusieurs écrans, un bon clavier. On ne peut pas se permettre d'avoir un petit écran avec un petit clavier sans pavé numérique et tout ça. Donc ça, on a vu dans l'accompagnement qu'on a pu vous proposer dans ce déménagement que voilà, vous aviez pensé au moindre détail pour faire en sorte qu'effectivement que les collaborateurs soient aussi bien installés à leur poste, dans une salle de silence, dans une salle de réunion, pour qu'il y ait cette continuité et que finalement on retrouve ces façons de travailler à chaque instant. Vous êtes allé assez loin dans le détail et ça c'est important. Donc l'attention aux collaborateurs, comme vous dites, elle passe en partie, c'est un élément majeur par effectivement l'équipement à la fois hardware et software qu'on va donner à tous les collaborateurs. Parfait. Benjamin, contexte un petit peu différent, une expérience précédente également en entreprise. Quelle est votre vision justement de ce sujet? Alors justement, moi je vais plutôt prendre l'angle entreprise. Alors par rapport aux propos, on va dire pas noirs, mais sévères de William tout à l'heure sur différents types de collaboration. Alors je me reconnais pas dedans, enfin j'espère, mais malheureusement j'en connais beaucoup. Donc moi j'ai passé 3 ans chez Auchan et il y a des slides qui ont été passés par Cyril qui m'ont beaucoup interpellé, notamment sur l'aspect que l'employé doit être le premier fan. Je serais plutôt tenté de dire que ça doit être le premier ambassadeur, effectivement, en termes de marque employeur. Il faut avoir envie de donner, parce que moi, déjà, quand j'étais jeune collaborateur junior et qu'on allait dans des soirées, et que, la première chose qu'on faisait, c'est comment ça se passe. Et parfois, on se disait, mais jamais j'irai là-bas. Et c'est rarement l'inverse qu'on se disait. Donc moi, je suis parisien à la base. Je suis parti à côté de Lille depuis 4 ans. J'ai monté ma structure. Alors, moi, je suis un peu dans le flex, non, mais dans la flexibilité. C'est-à-dire que je travaille mes bureaux sont dans un centre d'affaires. Petite anecdote, j'ai une société qui m'a contacté, qui est sur Paris, et grâce à ce centre d'affaires, j'ai une salle de réunion qui est disponible dans l'un de leurs nombreux centres en France, et ça me permet de faire une réunion dans une salle de réunion sur Paris tout à l'heure en début d'après-midi. Donc le côté flexibilité, je m'y retrouve aussi. Et par rapport à ce qui a été dit, je reprends aussi la diapo sur les flèches qui se rencontrent. Là, je vais vous faire part de l'expérience, on va dire, entreprise. On parle beaucoup d'expérience collaborateur. Moi, je m'attarderai plutôt sur l'expérience collaborative, parce qu'une des particularités, on va dire, en entreprise, c'est qu'on est à la fois collaborateur et client, parce qu'on parle souvent de clients internes, etc. Et quand je suis parti, et étant pas expert sur le sujet, j'ai construit en fait le cabinet ou la stratégie. Alors le cabinet, c'est un grand mot parce qu'on est 3. Là-dessus aussi, c'est un peu différent. Je suis moi avocat, j'ai une collaboratrice non salariée, salariée, pardon, et un stagiaire, et j'ai construit en me disant tout ce que je ne voulais pas plutôt que ce que je voulais. Et c'est là-dessus que je me suis basé. Donc, je suis parti j'ai tenté Google, finalement, je suis sur Office 365. Il y a l'aspect flexibilité, télétravail. Moi, ma collaboratrice, Chloé, alors, qui ne peut pas être présente aujourd'hui, comme je ne suis pas au bureau, elle travaille de chez elle, parce qu'il y a aussi une relation de confiance forcément qui se crée. Et après, il y a tout le besoin. Alors, l'aspect génération Y, je m'y retrouve pleinement aussi, l'impatience, la contestation de la hiérarchie. Je vais être subjectif, je n'ai pas l'impression de contester. Bon, c'est une question de point de vue. Et ce qui m'importait, moi, c'était de donner aussi envie aux clients. Donc de démontrer la volonté, cet aspect digitalisation, cet aspect modernité. On dit il faut plus pour moins, sauf si au client, en fait, on lui propose la même chose, là je parle en termes de facturation, mais que pour le même prix, il est plus.
Et dans ce cas-là, il faut qu'ils deviennent acteurs de ses propres dossiers. Donc ça va passer par de l'extranet, la mise à disposition de dossiers qu'ils puissent consulter également à tout moment, l'aspect des matérialisations. Nous aussi, on est équipé avec des ordinateurs portables où on va à un rendez-vous, on prend les notes sur l'ordinateur portable avec un stylet, on utilise Teams, l'aspect mobilité avec le téléphone portable est quelque chose de très important. Donc, expérience collaborateur et expérience client sont des choses qui ont vocation à être vues de manière conjointe et on va donner plus aux collaborateurs, mais aussi donner plus aux clients. Enfin, du moins, nous, c'est notre vision. Et ça, moi, je le retrouve aussi. Comme je vous ai dit, je fais que du conseil. On fait des conseils en IT et on le voit dans les outils digitaux qui sont implémentés, puisque on aide en fait des directions juridiques d'entreprise dans leur transformation digitale. Et on s'aperçoit souvent qu'ils veulent partir sur plein de choses. Et c'est souvent la méconnaissance des outils digitaux qu'ils ont déjà à leur disposition qui leur cause le plus grand préjudice, malheureusement. Donc, dans cette expérience collaborateur, c'est effectivement de donner envie. Nous aussi, on essaye d'améliorer le bureau. Alors, ça fait référence avec ce qui va être vu après sur la QVT au final, parce que se transpose dans le monde des avocats la qualité de vie au travail qui est déjà présente depuis plus longtemps, on va dire, dans les entreprises. Et derrière cet enjeu, il y a le fait de fidéliser, de donner envie aux collaborateurs de venir et effectivement de donner aussi aux clients l'envie de rester. Et je pense que c'est un sujet qui va encore animer pendant de nombreuses années. Alors, pour pousser encore un petit peu plus loin, quand on a préparé cette réunion, vous aviez donné une anecdote justement dans cette expérience collaborative, c'était que comment est-ce que les nouvelles technologies viennent faciliter cette expérience collaborative et dans le sens, la relation entre le collaborateur et l'associé. Vous aviez donné cet exemple d'avoir travaillé les conclusions, dire à l'associé qui dit bon tu me les imprimes, tu me les donnes sur le bureau, je vais regarder et faire ses annotations au stylo dessus. Voilà. Qu'est-ce qui change, on l'espère, par rapport à ce genre de démarche? Qu'est-ce que vous avez rencontré et quelle philosophie vous avez vous-même par rapport à ça? Alors, effectivement, c'est une philosophie. Ça pourrait rejoindre ce qu'a dit William tout à l'heure sur les formations en management. On peut mettre en place des outils. S'ils ne sont pas utilisés ou s'il n'y a pas des changements de mentalité ou de comportement de la part de certains, on peut mettre en place le meilleur outil qui soit, il ne sera jamais utilisé ou il sera toujours mal utilisé. Donc effectivement, quand on parle de collaboratif, on va parler des outils Office 365 avec SharePoint qui peut servir de base de GED. Il y a tout l'environnement Office qui permet de travailler conjointement sur un même document. Donc on évite de travailler, de faire les markups. La difficulté, effectivement, c'est que moi, j'ai croisé des confrères qui se sont retrouvés à utiliser Office 365, mais à chaque fois demander à leurs collaborateurs d'imprimer. Le collaborateur venait dans le bureau, il faisait son markup à la main et le collaborateur retapait les notes. Si on continue à fonctionner comme ça ne sert à rien de prendre des outils. Enfin, faut pas se mentir parce qu'on est quand même dans une vision où, comme a dit Claire, les collaborateurs produisent beaucoup. Les associés produisent, mais différemment. Et il faut qu'il y ait une fluidité dans la relation et qu'il y ait un accaparement, j'ai même envie de dire, de la part plutôt même des associés, pour permettre aux collaborateurs d'utiliser pleinement les outils et de fluidifier cette relation. C'est-à-dire qu'il y a vraiment aussi un travail qui est, pour le coup, vraiment symétrique. Je refais le lien du coup avec mon introduction, je pense, sur la notion d'exemplarité. L'exemplarité de l'associé qui ne peut pas envisager, je pense, aborder la notion d'expérience collaborateur s'il ne s'implique pas lui-même dans les transformations qu'il demande à l'organisation. Parce que s'il demande à tout le monde de changer, mais que lui, il n'attend plus qu'on lui imprime parce que c'est son moindre effort, ça ne pourra pas marcher. Donc il y a effectivement cette exemplarité. Pour rebondir sur un autre point que vous avez mentionné, Benjamin, l'extranet client, embarquer le client dans l'expérience digitale du cabinet. Je pense que c'est effectivement fondamental. On a des projets en discussion avec vous, Philippe. Est-ce que cette notion de... J'emploie souvent l'expression, parce qu'on voit souvent l'avocat et il a envie d'être toujours disponible pour son client. C'est une marque, c'est une façon d'avoir de la valeur. Et donc, on peut avoir tendance à... La plus belle carte de visite, c'est donner son numéro de portable. C'est comme ça, on est sûr d'être ressenti comme totalement disponible. Il y a peut-être d'autres façons d'être disponible.
déjà pouvoir avoir les infos au bon moment et être réactif, c'est déjà une façon. Mais il y a une autre approche qui est cet avatar numérique finalement de l'avocat, qui est que sans que l'avocat ait forcément besoin de répondre physiquement à une sollicitation, qu'il puisse avoir mis une organisation digitale qui permet au client de trouver les réponses de lui-même aux questions qu'il se pose. Est-ce que cette notion-là vous parle justement dans les projets que vous menez dans la transformation digitale du cabinet? Alors, j'ai l'impression que vous faites allusion au chatbot, par exemple. Par exemple? Alors, vous allez sur un domaine qui m'est cher, mais qui très concrètement va peut-être aller à contresens par rapport à ce que vous pouvez attendre. Je ne serai pas partisan de ce genre de choses parce que je pense qu'il faut qu'il y ait de l'humain et je vais en rassurer certains, même si j'ai dans mon parcours longuement travaillé sur l'intelligence artificielle. Je pense que le conseil que la machine peut donner doit être fourni à l'avocat, mais pas au client directement. Je pense qu'il faut augmenter les capacités de l'avocat à réagir sur une situation. Ça vaut la peine effectivement d'être entrepris, mais il faut raison garder. Et aujourd'hui, les systèmes automatiques qu'on a ne sont pas en capacité de fournir un conseil complètement éclairé auprès du client. Ça, c'est une chose, et je pense avoir répondu à votre question. Non, non, vous avez tout à fait apporté un élément de réponse, mais je faisais plus écho aux discussions que nous avons sur le fait que le client puisse de lui-même retrouver dans un coffre client des informations qui le concernent. Et voilà, donc j'étais plus dans cette dimension-là. Donc là, on n'est pas effectivement sur l'intelligence artificielle, on est sur du service. Et très clairement, dans la symétrie des attentions, il y a une simplification qui est formidable à opérer, c'est que tout le service qu'on met entre les mains de nos collaborateurs, il est très simple de le mettre également entre les mains du client. C'est juste une gestion des droits derrière, une organisation à bien penser. Et donc, on fait un seul effort et on sert les deux à la fois. Donc, cette symétrie des attentions, elle n'est pas utopique, elle est vraiment très concrète. Et elle a une finalité en soi, c'est de simplifier la vie de tout le monde. Et également de simplifier la vie des directions digitales et des directions informatiques. Et par là même des fournisseurs, parce qu'il n'y a pas 36 expressions du besoin, il n'y en a qu'une, c'est de partager une information avec une gestion des droits d'accès derrière. Donc oui, on est très intéressé bien sûr et on y réfléchit avec Diapaz et avec d'autres, mais merci à Diapaz d'avoir bien avancé sur ces sujets. Et donc très concrètement, oui, toute l'offre qui est aujourd'hui proposée par des fournisseurs tels que Microsoft, tels que d'autres, sont très intéressantes à regarder. Oui, bien sûr, il faut mettre du partage, de l'instantanéité, de la mobilité entre les mains des collaborateurs en interne, mais aussi voir de quelle manière cette instantanéité peut se prolonger jusqu'au client. Le client doit être vu en quelque sorte quasiment comme un partenaire comme un autre, à ceci près que bien sûr on va lui envoyer une facture à la fin, ce qui doit le réjouir parce que cette facture est la traduction d'un service rendu et d'une réponse à une sollicitation de sa part. Donc oui, globalement, cet espace de partage, il faut le voir jusqu'au client. Parfait, merci. Oui, volontiers. Je voulais apporter aussi, parce que quand on parle de, justement, on a parlé de coffre-fort, il y a un aspect sécurité. Alors c'est dommage que le représentant du Conseil de l'Ordre soit pas là, mais juste, une anecdote en 2 minutes. Quand je me suis installé à Lille, on m'a conseillé d'aller voir le bâtonnier de l'Ordre de Lille. J'y suis allé. Il m'a demandé ce que je comptais faire, comment je comptais. C'est là que je lui ai expliqué que j'allais m'installer en espace de coworking, de centre d'affaires. Et là, il m'a dit, oui, vous savez, si la confidentialité, il faut voir, il faut absolument que vous ayez un bureau, le coworking, les centres d'affaires. D'un point de vue déonto, on n'est pas trop fan à l'ordre. Alors, je suis désolé de le dire comme ça, mais ce qu'on parle de sécurité, il y a un côté hypocrite dans la réponse qui m'a été faite, et je lui ai dit comme ça d'ailleurs. Et alors, s'il y a des confrères qui sont dans la situation que je vais exposer, j'en suis désolé. Mais qu'on vienne, moi, me dire un centre d'affaires d'un point de vue déonto, confidentialité, c'est moyen. Quand je vois le nombre de confrères qui ont des adresses en @gmail ou @outlook et qui n'ont pas de nom de domaine, où on sait que quand on a un compte particulier, l'intégralité de la conversation est lue pour faire de la publicité ciblée, que tout ce qu'on va mettre sur son Drive, si on est sur Google ou sur son OneDrive, si on est sur Outlook, est intégralement scanné. Voilà, dommage qu'il ne soit pas là, mais je ne comprends même pas qu'on puisse laisser des confrères s'installer sur le principe de la sécurité du RGPD, où pour moi déjà rien que là il y a une violation. Très clair, très pointu. Ça me permet de faire une transition toute trouvée sur. C'est toujours intéressant quand on a ce genre de réflexion. Alors on a bien sûr commencé par dresser un tableau noir, gris,
Après, on a eu de belles expériences, de choses beaucoup plus positives. Mais même quand on fait cette démarche de réflexion positive, est-ce qu'il y a des limites à cette mécanique, à cette symétrie? Claire, est-ce que vous voulez évoquer les peut-être limites sur lesquelles il faut être vigilant, tout du moins? Oui, je pense qu'il y a des limites. Dans mes exemples que j'ai donnés, le premier, c'était le fait d'avoir des outils à sa disposition, et c'est super, et ça permet de produire, etc. Mais il ne faut pas non plus que les outils soient démultipliés et que ça devienne un peu l'usine à gaz. Et je le vois en ce moment parce que donc on passe à Teams et feu Skype, et donc Teams, c'est extraordinaire. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs plateformes parce que c'est le temps de la passation, évidemment. Mais voilà, on nous apprend qu'il y a un planeur qui avait avant. Alors nous, on travaillait, à un moment donné, on avait un système qui s'appelait Trello pour la gestion des tâches. Donc maintenant, c'est planeur, mais planeur n'est pas forcément coordonné à Outlook, ou peut-être, mais pas dans tous les cas. Enfin, il y a plein de petites situations qui font qu'aujourd'hui, de toute façon, c'est impossible d'avoir un seul et même outil de gestion de la profession et de tout ce qu'on doit en faire. Donc parfois, ça peut être un peu compliqué de jongler avec tous ces outils, ou de savoir en tout cas quand les utiliser, avec qui les utiliser et comment. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième qui, je pense, parle à tout le monde, mais c'est pas... D'ailleurs, c'est pas propre à la profession, c'est le fait que, évidemment, tous ces outils nous permettent d'être disponibles. Après, la difficulté, c'est quand est-ce qu'on peut déconnecter, et quand est-ce qu'on peut finalement ne pas répondre à un client, ou ne pas travailler. Enfin, voilà, c'est toute cette gestion-là, mais qui, je pense, de manière très générale, est une problématique que tout le monde a aujourd'hui. Et je ne suis pas sûre d'ailleurs qu'on trouvera une solution. Enfin, c'est le droit à la déconnexion, même dans la vie personnelle, c'est compliqué aussi. Mais c'est un enjeu aussi à soulever et qui est important de rappeler. Deux petites réactions par rapport à ça. Sur le premier, ça fait partie de l'ADN effectivement de Diapaz. C'est son rôle d'essayer de faire exprimer toute la puissance des outils Microsoft au travers d'une verticalité métier, en intégrant à l'intérieur de Diapaz justement toutes les fonctionnalités pour faire en sorte que, en travaillant à un endroit, on bénéficie de toute la force, que ça soit de Teams, d'Exchange, pour la partie messagerie, de la partie téléphonie, voilà, tout soit intégré. Il reste du travail, et on est en lien direct avec les équipes produits de Microsoft. On a cette chance-là maintenant, du fait de notre croissance et de notre implication, de pouvoir parler directement aux équipes produits Microsoft pour leur faire écho de vos retours, et on n'hésite pas à le faire. La deuxième chose, c'est la partie droit à la déconnexion. On le retrouve de plus en plus, même dans les outils. Pour vous dire, dans l'outil Teams dont on parle depuis tout à l'heure, embarque déjà dans ses paramètres de manière native le fait que chaque utilisateur puisse paramétrer à quel moment il souhaite être notifié ou pas, et s'il souhaite que de telle heure à telle heure, il n'y ait aucune notification, de tel jour, le week-end, qu'il n'y ait pas de notification. La digitalisation va de plus en plus embarquer ces notions-là. Après, il y a bien sûr, dans ma remarque générale de l'exemplarité, finalement, quel est le comportement de l'associé vis-à-vis des collaborateurs, comment il envisage la chose, et est-ce que les cabinets d'avocats vont aller jusqu'à mettre en œuvre des chartes du droit à la déconnexion à l'intérieur du cabinet. Voilà, ce sont des choses qui se font, mais c'est peut-être encore que le début de l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir sur l'approche des limites peut-être au système, à cette approche? Alors on a parlé du comportement. Il y en a une autre aussi, c'est vraiment l'accompagnement au changement. Quand j'ai fait le FB en régime salarié, pendant mon PPI, donc j'étais dans le même cabinet, et j'ai été en gros le chef de projet GED, puisque le cabinet où j'étais refondait intégralement sa GED, et j'ai fait un peu partie de l'aspect projet. J'avais émis certaines remarques auprès de mes associés qui n'ont pas forcément été entendues, et avec le recul, je sais qu'ils n'auraient pas fonctionné comme ça, j'aurais pas fonctionné comme ça non plus. Donc le vite est parfois l'ennemi du bien. Il faut savoir prendre le temps, se poser, savoir c'est quoi effectivement ses besoins. Moi, je le constate avec certains clients qu'on accompagne dans leur transfo digital. Vous n'avez pas forcément besoin d'un outil métier vraiment spécifique. Là, je parle pour les directions juridiques en termes de contrat tech. Vous avez Office 365 qui vous le permet. Alors, Diapaz permet beaucoup plus. En termes aussi de parcours, j'ai oublié de l'évoquer, mais il y a tout ce qui va être signature électronique aussi, qui est un service en plus qui peut être proposé. Et en termes de limites, il y a la volonté de vouloir trop vite aller, effectivement faire une usine à gaz,
Et il y a aussi un ennemi, c'est l'attente. Pour moi, c'est le fait de se dire, moi, je suis trop petit, j'en ai pas besoin, ou alors j'attendrai, j'attends, et puis au moment où on prend la décision de s'équiper d'un outil de gestion, généralement c'est trop tard, parce qu'en fait on a pris des habitudes de travail, on s'aperçoit qu'il n'y a aucun outil qui correspond à nos besoins, et évidemment, ça paraît évident que notre méthode de travail c'est la meilleure, il est hors de question qu'on se remette en cause, ou qu'on puisse changer certaines méthodologies de travail pour s'adapter à l'outil, alors que, en fait, si, désolé de le dire, mais ça paraît un peu logique, et au final, on se retrouve avec à monter des usines à gaz, pour que ça colle parfaitement à nos process, alors qu'on aurait eu des choses un peu plus simples si on avait accepté de changer certains modes de fonctionnement. Il y avait également une mention qui refaisait écho à une conférence l'année dernière de Cyril sur finalement l'investissement en temps que ça représente, cette prise de conscience, cette mise en place d'outils. Vous aviez dans la réunion de préparation employé une expression qu'on avait vu également avec Cyril, qui est le temps non facturable d'aujourd'hui, c'est le temps facturable de demain. Et donc, Stanislas, vous nous racontiez que vous y passez un temps certain à ce changement d'organisation. Ça doit évidemment vous consommer de l'énergie. Et voilà, est-ce qu'il n'y a pas cette prise de conscience que investir maintenant, c'est mieux se démultiplier après? Oui, bien sûr. Merci. Et donc, bien sûr. On y consacre beaucoup. Alors nous, le cabinet grossissant, effectivement, les associés, on consacre de plus en plus de temps à ce qu'on va dire la gestion du cabinet. Je parlais tout à l'heure, effectivement, c'était plutôt du business développement qui prenait beaucoup de temps au début, et puis après le cabinet grossit, et puis vient une autre, effectivement, grosse occupation du temps, c'est la gestion du cabinet. Donc oui, mais oui, je suis convaincu qu'effectivement, il faut y consacrer du temps, c'est utile. C'est pour les clients de demain, les collaborateurs de demain. Donc, j'avais envie de revenir sur le sujet précédent, sur les limites. Pardon, parce que effectivement, il y en a plein des limites. Et je trouve qu'il faut être extrêmement vigilant. Et parce que sinon, c'est un puits sans fond. Si on veut s'investir dans la digitalisation et le passage aux outils numériques, on peut y consacrer tout son temps et tout son argent. Et donc, mais bon, la limite, surtout, c'est l'humain, je trouve, dont vous parliez tout à l'heure, qui est très important. Et après, on ne sait pas très bien où la mettre, cette limite. C'est ça qui est difficile, c'est la définir. Nous, on a beaucoup de débats au sein parmi les associés sur ces sujets-là. Et ça me faisait penser à quelques exemples. Par exemple, on dit qu'il faut tout digitaliser. Nous, on déménage et on a eu des très gros débats inattendus entre associés sur savoir est-ce qu'il fallait qu'on achète une application pour la réservation des bureaux. Parce que comme les bureaux ne seront pas affectés, savoir est-ce qu'on a besoin d'une application pour dire aujourd'hui, moi je suis dans ce bureau-là de telle heure à telle heure, donc on ne peut pas y aller, ou je le réserve le matin dans le métro avant d'arriver au cabinet, et puis je vais avoir une conférence téléphonique, donc j'ai besoin de réserver une petite salle téléphonique pour mon rendez-vous. Donc il y en a certains qui disent mais c'est indispensable d'avoir cette application pour réserver ma salle de réunion, mon bureau, voilà. Et qui s'imaginent, qui disent mais moi ça va être un enfer si je dois chercher une salle de réunion au moment où j'ai un appel, c'est horrible. Et d'autres qui disent non mais il est hors de question que quand je dois appeler un client, d'abord je suis obligé d'aller en même temps que je l'ai mon client au téléphone sur mon ordinateur pour voir où est-ce qu'il y a une salle de libre. Voilà. Ou de la même logique, les gens disent ah mais c'est vachement pratique, avec cette application on saura exactement qui est où. Et donc, je pourrais retrouver plus facilement mes collaborateurs et mes associés ou mon assistante. Et il y en a d'autres qui disent il est hors de question qu'il faut que je commence à aller systématiquement sur une application pour trouver les gens que j'ai envie de voir. C'est que justement, on a fait ça pour que l'information circule, que les gens qui n'étaient pas dans les mêmes bureaux se mettent à se parler, qu'il y ait plus d'échanges d'informations et de collaboration.
Donc voilà, voilà, c'est un exemple de sujet ou de limite Ah oui, bah, sur jusqu'où il faut aller dans la digitalisation de nos organisations. Ça a effectivement des impacts sans fin. Alors merci pour cette vision sur les limites. Pour arriver à la phase un peu de conclusion, je vous propose chacun peut-être de prendre la parole pour un petit mot de conclusion en ouvrant, maintenant qu'on a vu quand même les limites. Reparlons peut-être un peu plus de l'impact aussi vis-à-vis des clients. On a parlé de Bifidus, on a parlé de tout ça tout à l'heure, mais si on va encore un peu plus loin, quelles sont vos ambitions? Comment vous voyez la réaction de vos clients? Voilà, donnons un peu la place aux clients dans cette table ronde. C'est moi qui commence? Si vous voulez. Allons-y. Alors, très clairement, je suis arrivé donc en octobre, j'ai regardé la situation, j'ai regardé également tous les travaux qui avaient été menés auparavant, et aujourd'hui, donc, le sujet au sein du cabinet, c'est la modernisation, la transformation et le changement de business model. Et donc tout ça, c'est des choses qui vont se mener à leur rythme, mais de manière rapide, parce que la transformation, c'est des choses qui peuvent malgré tout se faire rapidement. Et ma vision des choses, c'est effectivement de mettre un poste de travail moderne entre les mains du collaborateur, d'être en mesure de réaliser tout ce qu'on a évoqué ici, de la signature électronique, du coffre-fort, du partage, mais également de mettre entre les mains de nos collaborateurs et de nos clients des solutions modernes. Donc, je vais lâcher des buzzwords, mais des choses qui sont tout à fait réalisables. On peut parler de blockchain, de solutions de registres dématérialisés. On peut parler de plein d'autres choses, et je vous invite à regarder ce que FIDAL sera amené à annoncer au fil des mois. Les projets sont nombreux, et tout ça, bien sûr, va vous rappeler les discussions qu'on a eues ce matin, parce que l'idée, c'est de proposer ces services-là en interne, et lorsque le besoin s'en fait sentir, de les proposer jusqu'à nos clients eux-mêmes, parce qu'il n'y a pas de raison que ce qui est valable pour nous ne puisse pas l'être pour nos clients. Et donc, voilà la philosophie dans laquelle on va réfléchir dans les prochaines semaines et les prochains mois. Et dans cette réflexion, Diapaz a une carte à jouer également. Merci pour cette invitation, et voilà ma conclusion. Merci beaucoup. William? Claire? Merci. Pour conclure, je donnerai, ça a été évoqué par mon confrère, j'ouvrirai sur la question de la signature électronique qui, nous, est un bel exemple. Ce qu'on a mis en place, par exemple, les conventions d'honoraires via un système qui s'appelle DocuSign, qui doit parler à pas mal de gens. Et c'est un bon exemple. Alors, dans l'expérience collaborateur, c'est positif parce que ça permet d'attribuer une tâche qui n'était pas forcément une tâche initiale qui était dédiée à l'avocat, au collaborateur, puisque c'était la première approche avec le client. Désormais, c'est quelque chose qu'on peut faire puisqu'on n'a pas forcément besoin de l'associé physique pour signer sa convention d'honoraires et traiter ce sujet. Et de manière plus générale, ça permet en fait d'accélérer ce processus de deal avec le client et de commencer à travailler plus vite pour lui. Et je trouve que c'est une belle symétrie entre l'aspect positif collaborateur, parce qu'on a une vision entrepreneuriale du métier qu'on n'avait pas avant, et le client qui, lui, sent qu'on est disponible, mobilisé tout de suite. Et puis nous, ça nous rassure, parce que l'explication, c'est parce que ça rassure de signer une convention d'honoraires, évidemment, et donc de travailler plus rapidement. Donc c'est l'exemple que je donnerais pour conclure et pour ouvrir cette table ronde. Merci. Stanislas? Oui, je pense que dans la relation avec les clients, c'est très important que nos clients aient l'impression qu'on fait les mêmes efforts qu'eux. Ils font beaucoup d'efforts, on voit dans les entreprises, pour se digitaliser. Ils font beaucoup d'efforts pour s'occuper de leurs collaborateurs. Ils font beaucoup d'efforts pour se moderniser. Et je pense qu'ils ne comprendraient pas que leurs avocats ne fassent pas la même chose. Donc évidemment, je pense que l'impact sur les clients, il est direct. Merci beaucoup. William et Benjamin. Alors, je voudrais juste, j'ai pas voulu faire
un portrait noir mais sévère. Ce n'est pas exactement pareil. Et pourquoi sévère? Parce que il est, on va dire, il est le pendant de l'optimisme que j'ai et de la richesse des solutions qui se présentent aujourd'hui pour justement faire cette transformation de ce métier qui est en cours depuis un certain temps et qui nécessite deux choses, selon moi. La première, c'est effectivement, c'est Benjamin qui l'a dit, je crois, c'est la capacité à appréhender le changement, non pas comme un coût, mais plutôt comme un bénéfice. Il y a toujours un coût dans le changement, mais de regarder aussi le bénéfice et de se dire que finalement, ce qui m'oblige à changer et qui me coûte me donne aussi des moyens de faire autrement, d'être plus performant. Je prends souvent cet exemple. Quand vous êtes dans les Landes au bord de la plage et qu'il y a une grosse vague, si vous avez un surf, c'est génial, on s'éclate. Si vous n'avez pas de surf, vous prenez le bouillon. Ben voilà, c'est un peu ça l'idée, c'est le changement, c'est d'aller prendre le surf de ce changement pour pouvoir surfer sur la vague de ce qui se présente plutôt que de prendre le bouillon. La deuxième chose, le deuxième axe, c'est dans cette transformation des modes de travail, des modes de fonctionnement de la relation client aussi, c'est la confiance. La confiance envers les collaborateurs, la confiance envers les clients sur le fait qu'ils ne vont pas vous piquer vos trucs, qu'ils vont vous faire confiance aussi, et la confiance dans le fait qu'en installant cette confiance, on crée un cercle vertueux qui permet d'avoir un changement qui est plutôt, on va dire, positif et agréable, plutôt qu'une source de tension et d'inquiétude. Voilà. Parfait. Moi, pour conclure, William m'a spoilé un petit peu. J'allais dire, en fait, pour moi, il y a deux mots, si je devais conclure, c'est service et confiance. Et je les mets vraiment dans cet ordre-là. La confiance, bon, on en a déjà pleinement évoqué sur la confiance collaborateurs, associés entre eux, collaborateurs entre eux, réciproquement. Et surtout dans l'aspect client, la confiance qu'on accorde au client, la confiance que le client nous accorde, et ça passe par les services. Alors Claire l'évoquait sur l'aspect signature électronique, nous aussi on utilise ça et on la met à disposition de nos clients. Parfois quand il y a des contrats qui sont très urgents à signer, on la met à disposition de nos clients, c'est signé en 5 minutes et tout le monde est content et ça fait plaisir la signature physique parce qu'on va boire un verre ou manger après, mais parfois on n'a pas le temps, donc on est content. Nous, par exemple, on fait de l'IT, donc il y a le RGPD, donc il y a un service aussi lié à cet aspect-là. Et c'est toute cette valeur ajoutée, parce que de mon point de vue, la valeur ajoutée maintenant des avocats résume plus simplement dans la production documentaire classique, mais dans tout l'écosystème de services qu'on va être en mesure d'apporter à nos clients. Merci, et merci pour l'invitation. Mais avec grand plaisir. Je crois qu'on a, j'espère, réussi cet exercice d'intelligence collective. On peut les applaudir bien fort. Et je crois le timing étant là aussi encore assez serré, on va avoir un petit moment de pause. Une courte pause, 10-15 minutes. Et on est à votre disposition à ce moment de pause pour répondre à toutes les questions que vous auriez par rapport à ce que vous avez entendu. Exactement. Merci encore une fois. Donc, une courte pause. Vous avez ensuite l'indication sur vos badges pour la salle qui vous attend. N'hésitez pas à vous adapter s'il y a un autre sujet qui vous intéressait et on va s'attacher à gagner un petit peu de temps aussi pour être à l'heure sur la pause déjeuner. À tout de suite. Merci.